Si tu ne paies rien pour le produit, tu es le produit. Comment WhatsApp gagne-t-il de l'argent? Ce qui a commencé comme une question très simple m'a conduit dans un terrier de lapin bien plus sombre que je ne l'aurais imaginé. Cela concerne chacun d'entre nous. Mais pour comprendre tout cela, nous devons remonter dans le temps. Nous sommes en 2009. L'iPhone est lancé sur le marché. Le monde se familiarise avec le nouveau concept d'application pour smartphone. Facebook prend rapidement de l'ampleur et un homme du nom de Brian Acton y postule pour un emploi. Il est refusé, mais il dit qu'il attend avec impatience la prochaine aventure de sa vie. Et cette aventure commencera seulement quelques mois plus tard, lorsque Brian et son ami Jean Koum auront leur propre idée d'application pour smartphone. WhatsApp était à l'origine destiné à permettre aux gens de mettre à jour leur statut. Mais lorsqu'ils ont introduit les messages privés, l'application a rapidement gagné en popularité, car à cette époque, les messages textes traditionnels étaient encore assez chers. WhatsApp, en revanche, proposait des messages instantanés entièrement gratuits dans le monde entier. Les applications gratuites permettent généralement de gagner de l'argent, et ce d'au moins une des 3 manières suivantes: par la publicité, par des achats in-app ou par la vente de données. Les fondateurs de WhatsApp détestaient toutefois la publicité et ont même quitté leur ancien emploi chez Yahoo parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec l'utilisation importante de la publicité. Ils ont même rédigé un article sur le blog officiel de WhatsApp dans lequel ils expliquent pourquoi ils détestent la publicité. Il n'en était donc pas question. Mais ils ne voulaient pas non plus commencer à faire payer l'utilisation des fonctionnalités de l'application. La raison pour laquelle ils ont commencé à le faire était très simple: développer un excellent produit que les gens voulaient utiliser. Pour ce faire, la priorité absolue était d'essayer d'améliorer le produit. Et l'option 3, vendre des données, était elle aussi à proscrire absolument. Les 2 fondateurs de WhatsApp étaient des militants de la protection des données, si bien qu'ils ont pu se passer de revenus pendant un certain temps. Ils ont simplement utilisé le financement de départ initial qu'ils avaient reçu de quelques amis fortunés chez Yahoo et ont maintenu les coûts au strict minimum afin d'économiser de l'argent. L'équipe de WhatsApp travaillait même sur des tables Ikea bon marché et portait des couvertures. Imaginez le stéréotype de la start-up de la Silicon Valley, qui veut grandir le plus vite possible et gagner des millions. WhatsApp était tout le contraire. Mais au fur et à mesure que de plus en plus de personnes téléchargeaient l'application et que d'autres fonctions comme la messagerie photo étaient introduites, il était inévitable que WhatsApp avait besoin de revenus pour investir entre autres dans des serveurs et engager une plus grande équipe. Dans certains pays, WhatsApp a donc introduit une taxe d'$1 que l'on devait payer à l'avance pour acheter l'application. Dans d'autres pays, on pouvait utiliser l'application gratuitement pendant 1 an et il fallait ensuite payer $1 chaque année pour la conserver. Il est intéressant de noter que la taxe d'$1 n'a pas été appliquée très souvent. Si quelqu'un ne payait pas la taxe d'$1 à la fin de chaque année, WhatsApp lui permettait généralement de conserver l'application gratuitement. C'était presque comme si la taxe était plutôt une donation volontaire. Aussi fou que cela puisse paraître, cela a plutôt bien fonctionné. Cela signifiait qu'ils ne voulaient pas s'aliéner leurs utilisateurs. Et suffisamment de gens ont payé le dollar. WhatsApp a pu continuer à fonctionner sans problème pendant un bon moment. Car $1 par an, pour une application aussi pratique, valait la peine pour beaucoup de gens. Bien sûr, la taxe d'1 a certes apporté à WhatsApp quelques revenus bien nécessaires, mais principalement pour couvrir les frais. Car avec une taxe aussi faible, il n'était toujours pas très rentable. Mais étrangement, cela n'avait pas d'importance. Les entreprises technologiques se trouvent dans un monde très étrange, dans lesquels elles peuvent valoir des sommes d'argent énormes, même si elles ne sont pas rentables et n'ont pas de plan clair pour gagner de l'argent. Si vous avez beaucoup d'utilisateurs, les investisseurs voient le potentiel. Les investisseurs sont venus nous voir et nous ont dit:
Vous faites du bon travail, nous voulons travailler avec vous et vous donner de l'argent. Et nous répondions, nous n'en avons pas vraiment besoin. Ce qui, à son tour, les incite à investir encore plus en nous. La raison pour laquelle les fondateurs de WhatsApp hésitaient au début à accepter de nouveaux investisseurs était la crainte que les investisseurs veuillent aller vite dans la monétisation et que la qualité de l'application en soit affectée. Mais très vite, WhatsApp a connu une croissance si rapide que des sociétés d'investissement comme Sequoia Capital ont commencé à leur proposer des millions de dollars et à accepter toutes leurs conditions. Cela signifiait que les investisseurs n'interféraient pas avec l'application ou ne la forçaient pas à faire de la publicité. WhatsApp avait alors bénéficié d'une importante injection de fonds. Et c'est là que réside la stratégie de revenus que WhatsApp a utilisée pendant un certain temps pour obtenir des investissements. Et qui consistait essentiellement à ne pas essayer de tirer plus d'argent de leurs utilisateurs. Investissons simplement dans notre application pour la rendre aussi bonne que possible, ce qui amènera plus d'utilisateurs, qui à leur tour attireront plus d'investisseurs. Et le cycle s'est répété. C'était vraiment leur plan. Et il a bien fonctionné pour tout le monde. WhatsApp est une application qui bénéficie de l'effet de réseau. C'est-à-dire que plus il y a de gens qui ont l'application, plus elle est bénéfique pour tous les utilisateurs. WhatsApp a pu se développer beaucoup plus rapidement parce que tout le monde en parlait à ses amis et à sa famille. Le nombre d'utilisateurs n'a cessé d'augmenter, ce qui a attiré davantage d'investisseurs qui ont donné encore plus d'argent à WhatsApp pour améliorer l'expérience utilisateur. Bien sûr, il y a un gros problème avec cette stratégie. On ne peut pas compter éternellement sur les investisseurs. À un moment donné, ils voudront voir que l'entreprise a réellement un modèle économique rentable. Eh bien, à moins de simplement vendre l'application pour une somme importante. Facebook a acheté le service de messagerie mobile WhatsApp pour 19 milliards de dollars. De nombreuses personnes ont été déconcertées par ce chiffre. 19 milliards de dollars. Cela vaut-il vraiment autant ? En fait, certaines personnes indiquent que WhatsApp n'a généré que 1,2 million de dollars de revenus au cours des 9 mois précédant le rachat par Facebook. L'entreprise a donc subi une perte importante. Pourquoi donc Facebook devrait-il l'acheter pour 19 milliards de dollars ? À titre de comparaison, Instagram a coûté 1 milliard. Au lieu de cela, Facebook a acheté une application de messagerie avec des fonctionnalités très similaires à sa propre application de messagerie et qui avait des revenus relativement faibles et qui était très probablement déficitaire chaque année. Alors pourquoi ? Le prochain mouvement de Facebook est de transformer WhatsApp en une véritable entreprise. Le service de messagerie ne gagne actuellement pratiquement pas d'argent. Mais Mark Zuckerberg a des projets pour changer cela. Il y a la valeur stratégique de ce que nous pouvons faire ensemble, et je pense que cela vaut à lui seul plus de 19 milliards de dollars. Je veux dire, c'est difficile de le justifier exactement aujourd'hui, parce qu'ils ont si peu de chiffre d'affaires par rapport à ce chiffre. Mais la réalité, c'est qu'il y a très peu de services qui atteignent 1 milliard de personnes dans le monde. Ils sont tous incroyablement précieux, beaucoup plus précieux que cela. Si l'on entend maintenant Zuckerberg parler de synergie entre Facebook et WhatsApp, de nombreuses personnes tirent la sonnette d'alarme. Après tout le modèle économique de Facebook consiste à collecter des données et à les utiliser ensuite pour mettre des publicités personnalisées sans limite devant le nez des utilisateurs. De plus, Facebook a des antécédents terribles en matière de protection des données. Le scandale Cambridge Analytica, dans lequel les données de millions d'utilisateurs de Facebook ont été dérobées et utilisées contre eux, en est un exemple. Et ce n'est pas tout. Dans un message privé datant des débuts de Facebook et ayant fait l'objet d'une fuite, Zuckerberg aurait dit à un ami « Si jamais il avait besoin d'informations sur quelqu'un à Harvard, il n'avait qu'à lui demander, puisqu'il possédait plus de 4000 emails, photos et adresses. » Son ami a demandé « Comment ?» Zuckerberg, les gens les ont simplement soumis. Je ne sais pas pourquoi, mais ils me font confiance. Depuis, Facebook a connu de nombreux autres scandales liés à la protection de la vie privée et des données.
Ceci se termine toujours de la même manière. C'était ma faute. Avec le recul, on dirait que, comme si nous avions fait une erreur. Et c'était une erreur. Nous avons fait beaucoup d'erreurs dans la gestion de l'entreprise. C'était une erreur de ma part. Je m'en excuse et je suis vraiment désolé que cela soit arrivé. Et après cela, tout continue comme d'habitude. Zuckerberg a toutefois promis aux fondateurs de WhatsApp qu'il pourrait continuer à agir indépendamment de Facebook et qu'il n'y aurait pas de pression pour la monétisation. Alors qu'est-ce qui aurait pu mal tourner ? Dans un article de blog en 2016, WhatsApp a annoncé qu'elle ne demanderait plus de frais d'abonnement. Cela signifie que le tarif d'$, qui n'était de toute façon pas vraiment appliqué, serait supprimé, ce qui, en surface, semble formidable. Peut-être que Facebook ne se soucie vraiment que de connecter le monde, et qu'ils sont heureux de faire une grosse perte avec WhatsApp et de ne tout simplement pas le monétiser. Mais si nous sortons du pays des rêves et revenons à la réalité, la vérité devient beaucoup plus claire sur les raisons pour lesquelles Facebook a réellement acheté WhatsApp et sur la manière dont il le monétise. Premièrement, Facebook a acheté les utilisateurs et leurs données. Une source a indiqué que Facebook était actif dans le domaine de la surveillance. En fait, il s'agit peut-être de la plus grande entreprise de surveillance de l'histoire de l'humanité. Plus Facebook dispose de données sur ses utilisateurs, plus l'entreprise devient puissante. Et WhatsApp a fourni des données comportementales, des listes de contacts et une infinité d'autres informations personnelles. Certains ont fait valoir que WhatsApp était le chaînon manquant pour Facebook, car l'accès aux numéros de téléphone relie désormais les mondes hors ligne et en ligne des utilisateurs de Facebook. En outre, WhatsApp compte désormais bien plus d'1 milliard d'utilisateurs et offre encore de nombreuses possibilités de croissance. Il est même leader dans les pays en développement, où le propre service de messagerie de Facebook n'est pas aussi populaire. C'est probablement la raison pour laquelle Facebook a supprimé le tarif d'$, pour les utilisateurs de WhatsApp. Lorsque de nouveaux utilisateurs rejoignent l'écosystème de Facebook, c'est bien plus rentable pour eux que de demander $1. Chacune de tes données a beaucoup plus de valeur pour eux qu'$1 par an. En effet, plus ils ont de points de données sur toi, plus ils peuvent les combiner avec des données provenant d'autres sources et créer un profil encore plus clair de qui tu es exactement. Il devient ainsi beaucoup plus facile de te vendre des choses. Et en supprimant les frais, tous les obstacles à l'utilisation de l'application ont été éliminés. Il est donc plus facile de s'étendre et finalement d'amener le monde entier à utiliser leurs services qui sont tous interconnectés. Cependant, une autre raison de l'achat de WhatsApp par Facebook était également de stopper la concurrence. Zuckerberg avait remarqué que les fondateurs de WhatsApp étaient invités à des entretiens au siège de Google à Mountain View. Il a donc agi rapidement et leur a fait une offre qu'ils ne pouvaient pas refuser. Dans le passé, cela faisait partie des habitudes de Facebook. Le modèle de Facebook lui-même empêche les nouvelles entreprises de se développer de manière autonome. Et cela nuit à notre démocratie. Alors que nous ne pouvons pas voir publiquement les données de chiffre d'affaires de WhatsApp, il semble néanmoins évident que WhatsApp ne fait pas de bénéfices pour le moment, et n'en a peut-être même jamais fait. Mais comme elle appartient désormais à Facebook, ils ne sont pas pressés de gagner de l'argent directement. Ce qui leur importe en revanche, c'est la possession des données des utilisateurs. Car, comme l'a fait valoir une source, cela signifie que les tentacules de Facebook sont encore plus proches de milliards de personnes. Et avec un marché de cette taille, Facebook trouvera certainement un moyen de gagner de l'argent au final. Mais attendez, pensez-vous peut-être, n'est-ce pas un peu exagéré ? Zuckerberg a explicitement déclaré que WhatsApp resterait indépendant et n'échangerait pas d'informations avec Facebook. Il n'y a donc aucune raison de s'inquiéter. En 2017, le fondateur de WhatsApp, Brian Acton, s'est retiré. Il a quitté l'entreprise après un conflit avec Zuckerberg sur la monétisation de WhatsApp et les projets de partage des données des utilisateurs de WhatsApp avec Facebook.
Lorsqu'il l'a fait, il a perdu une somme estimée à 850 millions de dollars en options d'achat d'actions non exercées. Mais il n'a manifestement pas pu prendre part à ce qui s'est passé. Ce n'est qu'un an plus tard que Brian a commencé à exprimer à haute voix ses inquiétudes concernant Facebook. Il a même tweeté à son époque « Supprimez Facebook ». Puis il a investi 50 millions de dollars de son propre argent dans la création de Signal, une application de messagerie concurrente aux fonctions très similaires à celles de WhatsApp. Il s'agissait toutefois d'une fondation à but non lucratif, dont la sécurité et la protection des données étaient au premier plan. Il voulait rétablir WhatsApp dans la forme pure et idéalisée avec laquelle elle a commencé. Mais si l'on prend du recul et que l'on résume à nouveau tout cela, on a l'impression que c'est très fou. Tout d'abord, il essaye d'obtenir un emploi chez Facebook et se fait refuser. Il développe donc sa propre application, WhatsApp. Des années plus tard, Facebook rachète l'entreprise pour 19 milliards de dollars et lui demande de rester en tant qu'employé de Facebook. C'est alors qu'une violente dispute éclate avec Facebook et qu'il démissionne. Finalement, il utilise une partie de l'argent de la vente de WhatsApp pour créer une toute nouvelle application concurrente de Facebook et de WhatsApp. Je suis le David qui se bat contre le Goliath que j'ai créé. Je veux créer un produit merveilleux qui protège la vie privée des gens. Comment en est-on arrivé exactement au point où Brian était prêt à renoncer à 850 millions de dollars supplémentaires juste pour s'éloigner de ce que faisait Facebook? Eh bien, les choses ont commencé à bouger lorsque la Commission européenne, en 2017, a infligé une amende de 110 millions d'euros à Facebook pour avoir induit quelqu'un en erreur. L'amende de 110 millions d'euros est la plus élevée qui a été infligée dans une affaire de fusion pour une violation de procédure. Apparemment, Facebook avait affirmé à tort qu'il était techniquement impossible de fusionner automatiquement les données des utilisateurs de Facebook et de WhatsApp. Il s'est toutefois avéré par la suite que non seulement cela a été possible, mais que WhatsApp échangeait effectivement des données d'utilisateurs avec Facebook depuis des années. Il s'agissait notamment de partager les numéros de téléphone de WhatsApp afin qu'ils puissent être utilisés pour les publicités Facebook. Brian a déclaré qu'il avait découvert plus tard que Facebook avait prévu dès le départ de faire correspondre les numéros WhatsApp des utilisateurs avec leur compte Facebook ou Messenger, afin de collecter davantage de données sur les utilisateurs et de leur montrer des publicités personnalisées. Peu de temps après, l'autre fondateur de WhatsApp, Jean Koum, quitte lui aussi l'entreprise après qu'il est devenu clair que les dirigeants de Facebook voulaient affaiblir le cryptage de WhatsApp afin de faciliter la monétisation. Mais ce qui peut être le plus inquiétant, c'est le fait que certaines personnes pensent que le cryptage de WhatsApp n'est déjà plus aussi sûr qu'il est présenté par Facebook. Selon certains articles, Facebook envisagerait d'intégrer un algorithme interne à l'appareil dans WhatsApp afin de scanner et de modérer le contenu pour l'ensemble de la plateforme. Vous entendez le mot cryptage et vous partez du principe que c'est sûr. C'est un étonnant stratagème de désinformation au cours des dernières années. Brian Acton a déclaré « J'ai vendu la vie privée de mes utilisateurs. J'ai pris une décision et fait un compromis, et je vis avec chaque jour. » Et il n'est certainement pas le seul employé de Facebook à s'être élevé contre les agissements de l'entreprise. L'ancien responsable de la croissance, Chamath Palihapitiya, a déclaré un jour « Nous avons créé des outils qui déchirent le tissu social de la société après coup. » Le rachat de WhatsApp par Facebook devait inévitablement entraîner des conflits. Facebook est l'un des plus grands réseaux publicitaires du monde, et les fondateurs de WhatsApp détestaient la publicité. L'activité de Facebook repose sur ce qu'il sait de ses utilisateurs. Les fondateurs de WhatsApp étaient des militants de la protection des données. Et donc, on pourrait argumenter que les fondateurs de WhatsApp devaient savoir au fond d'eux-mêmes que les choses n'iraient que dans un sens s'ils vendaient à Facebook. Mais mettez-vous à leur place. On vous offre 19 milliards de dollars pour une application qui n'est même pas rentable. Refuserais-tu vraiment cette offre? Revenons à la question initiale. Comment WhatsApp gagne-t-elle de l'argent? Nous savons maintenant
que dans les premiers jours, ils ont reçu de l'argent de la part d'investisseurs et qu'ils ont finalement reçu un gros paiement de la part de Facebook. Mais maintenant que Facebook est propriétaire de l'application, comment gagne-t-il maintenant de l'argent avec ? Est-ce que c'est simplement en collectant nos données avec Facebook et en essayant ensuite de nous vendre des choses ? Eh bien, il y a une autre façon de gagner de l'argent avec WhatsApp. WhatsApp Business. Un service qui aide les entreprises à entrer en contact avec leurs clients et à leur fournir un service clientèle. WhatsApp gagne de l'argent lorsque les entreprises ne répondent pas à leurs clients dans les 24 heures et leur facture en fait les réponses tardives. Bien que cela semble prometteur, je parie que tu n'as encore jamais utilisé ce service. On peut donc supposer que WhatsApp ne deviendra pas rentable par ce seul biais. Dans un avenir proche, toutes les choses que WhatsApp essayait initialement d'éviter deviendront malheureusement beaucoup plus probables. WhatsApp a déjà confirmé qu'elle prévoyait de monétiser davantage l'application en introduisant des annonces dans la zone de statut. Mais la vérité est que la plus grande valeur de WhatsApp pour Facebook a toujours été dans les données et l'intégration plus profonde entre WhatsApp, Facebook et Instagram. Au début de l'année 2021, les inquiétudes à ce sujet ont fait la une de nombreux journaux négatifs. Car WhatsApp, en raison des nouvelles obligations de divulgation d'Apple, devait informer les utilisateurs des données les concernant et qui pouvaient être partagées avec des entreprises. Il s'agissait notamment de données telles que numéro de téléphone, les photos de profil, le nom, statut, connexion, activité, liste de contacts, achats, informations financières, informations sur votre téléphone, adresse IP de l'opérateur de téléphonie mobile, localisation et ainsi de suite. WhatsApp a d'abord obligé les utilisateurs à accepter cela jusqu'au 8 février, sous peine de se voir dire qu'ils ne pourraient plus utiliser l'application. Là encore, si vous ne souhaitez pas accepter, vous pouvez d'abord cliquer sur la flèche de retour dans le coin supérieur gauche de la superposition. Toutefois, au fil du temps, les pop-up apparaîtront de plus en plus souvent, jusqu'à ce qu'il soit impossible de cliquer dessus et que la fonctionnalité de l'application diminue. Lorsque des plaintes ont été reçues à ce sujet, cela a été reporté au 15 mai. Ils n'ont rien changé. Ils ont simplement repoussé la date jusqu'à laquelle il fallait accepter l'application pour essayer de faire diminuer les réactions. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que cette mise à jour n'était apparemment même pas une modification de la politique de confidentialité. Il s'agissait simplement d'une clarification de ce que WhatsApp faisait déjà depuis des années. Mais en raison de nouvelles règles, ils ont dû l'annoncer publiquement, ce qui peut en laisser plus d'un perplexe. Cependant, s'il y a vraiment toutes ces inquiétudes concernant la protection des données, pourquoi les gens continuent-ils à faire confiance à WhatsApp ? Lorsque cette question a été posée sur Reddit, la réponse est simple, ils ne le font pas. Mais la plupart des gens ne se soucient tout simplement pas de la protection des données. Les personnes qui s'intéressent à notre vie privée le font bien sûr. C'est pourquoi la plupart des commentaires à la question de savoir si l'on fait confiance à WhatsApp sont « Non, en aucun cas je ne leur fais confiance ». Un article populaire a même donné des raisons concrètes de ne pas utiliser WhatsApp, notamment en rapport avec le partage de données avec Facebook. Mais ici aussi, l'effet de réseau est en jeu. Il est difficile pour les autres applications de leur faire totalement concurrence, car même si l'on voulait passer à quelque chose comme Signal, cela n'a pas de sens si tous les amis et membres de la famille ne l'utilisent pas également. C'est tellement intégré dans la vie des gens qu'il faut choisir entre préserver sa vie privée et rester en contact avec les gens autour de soi. Et malgré tout cela, le moment est venu de donner un tournant assez important à l'histoire. Il peut être tentant de voir cette vidéo comme une attaque contre WhatsApp et Facebook, mais ce n'est vraiment pas le cas. La vérité est que ce type de collecte de données n'est pas une conspiration. Il s'agit d'une pratique courante à laquelle de nombreuses entreprises ont recours. En effet, si des entreprises comme Google ne le faisaient pas, il serait probablement impossible de proposer des contenus YouTube gratuits comme celui-ci. Si des entreprises comme Facebook ne le faisaient pas, l'accès gratuit aux plateformes de médias sociaux ne serait probablement pas possible. La réalité est que WhatsApp est un service formidable et qu'il contribue réellement à connecter le monde.
Certaines personnes peuvent penser au contraire. Cette vidéo est trop dramatique, car la plupart des entreprises et des applications collectent des données. Même la carte de fidélité de votre magasin local suit ce que vous achetez. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que la plupart d'entre nous, moi y compris, sommes prêts à donner beaucoup d'informations sur nous-mêmes en échange de quelque chose de gratuit. Nous devons vraiment réfléchir soigneusement à ce à quoi nous renonçons lorsque nous exposons notre vie privée en acceptant que toute personne ayant les moyens techniques de le faire puisse suivre tout ce que nous faisons sur Internet. Nos messages ne sont même pas lus, car il n'existe officiellement aucune preuve que les messages peuvent être scannés. Alors, après avoir vu tout cela, devrions-nous supprimer WhatsApp? Comment font les autres entreprises? Telegram, par exemple, a connu une forte croissance de ses nouveaux utilisateurs, mais offre probablement encore moins de sécurité que WhatsApp, car les messages ne sont pas cryptés de bout en bout par défaut comme sur WhatsApp. En fait, les deux applications ont récemment eu une petite dispute sur les médias sociaux, où aucune des deux ne s'en est particulièrement bien sortie. Donc si tu t'inquiètes vraiment de la sécurité et de la protection des données, la nouvelle application Signal de Brian Acton est l'une des meilleures alternatives. En effet, elle n'est pas à but lucratif et est soutenue par un milliardaire. Il est peu probable qu'elle subisse la même pression de monétisation que la plupart des applications de chat commercial. Elle est même utilisée par Edward Snowden et soutenue par Elon Musk. Signal est en outre open source, contrairement à de nombreuses autres applications de chat dont on ne peut jamais être sûr du fonctionnement exact. Nous ne sommes pas là pour détruire WhatsApp. Nous sommes ici pour aider les gens à comprendre qu'il existe des alternatives si tu tiens à ta vie privée. Toutefois, si tu utilises déjà Facebook, Instagram ou un service de messagerie et que tu sais comment fonctionne Facebook, dans ce cas, il est probablement plus judicieux de continuer à utiliser WhatsApp. Surtout si tous tes amis et ta famille l'utilisent. C'est simple, très pratique et pour beaucoup de gens, c'est un compromis qui en vaut la peine. Si tout ce que Facebook fait avec ses données est de vous montrer des publicités sur mesure, alors ce n'est peut-être pas si mal. En fin de compte, c'est votre choix. Mais je pense qu'en général, pour toutes les applications et tous les sites web, il est important d'être un peu plus conscient des données que vous partagez et de la manière dont elles sont utilisées. D'autant plus que de plus en plus d'éléments de notre vie sont reliés entre eux par la technologie. Nous terminerons cette vidéo avec le même message que celui avec lequel elle a commencé. Si tu ne payes pas pour le produit, tu es le produit. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur le bouton j'aime. En outre, cette vidéo pourrait également t'intéresser.